Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé des préparatifs du Festival des villes anciennes et reçoit en audience l'ancien ministre français Michel Sapin. Ouverture d'un atelier sur le partenariat entre les secteurs publics et privés au service de la réhabilitation de la main-d'œuvre nationale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, est arrivé aujourd'hui à Sotchi, en Russie, où il prendra part au sommet Afrique-Russie qui se tiendra les 23 et 24 octobre courants. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport de Sotchi par un haut responsable du gouvernement russe. L'ambassadeur de Mauritanie à Moscou, son Excellence M. Hamed Hamouni, l'attaché militaire de l'ambassade le colonel Abdallah Cheikh Ould-Jitou et les membres de l'ambassade de Mauritanie à Moscou. Après la cérémonie d'accueil, la délégation présidentielle s'est dirigée vers sa résidence. Il faut rappeler que le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ahmed Al-Qazouani, a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Moutounsi, par le Premier ministre, M. Ismaïl Ould-Cheikh Sidia, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Mohamed Salem El-Béchir, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant M. Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur du cabinet du président de la République, M. Hamed Hamouni, ambassadeur de Mauritanie auprès de la Russie, M. Ahmed Ould-Lebah, conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed Ould-Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Al-Hassan Al-Ahmed, directeur général du protocole d'État. La 9e édition du Festival des villes anciennes sera organisée cette année dans la ville historique de Chinguitti, dans la wilaya de l'Adrar. C'est dans ce cadre que le Premier ministre, M. Ismaïl Ould-Cheikh Sidia, a présidé aujourd'hui à la primature une réunion du comité interministériel chargé des préparatifs du Festival annuel des villes anciennes. Pour rappel, les villes anciennes de Mauritanie sont Chinguitti, Ouadane, Oualata et Tichit. Le Premier ministre, M. Ismaïl Ould-Cheikh Sidia, a reçu en audience aujourd'hui l'ancien ministre français, M. Michel Sapin, qui effectue actuellement une visite dans notre pays. Au cours de l'entrevue, le Premier ministre a discuté avec le responsable français plusieurs questions d'intérêt commun. À sa sortie d'audience, M. Michel Sapin a fait la déclaration suivante. Je viens d'être reçu effectivement par le Premier ministre que j'ai félicité pour sa nomination. Et au travers de cette nomination, j'ai félicité la Mauritanie, la démocratie mauritanienne, pour ce passage d'un président à l'autre dans des conditions qui ont été saluées par la communauté internationale. Toute élection laisse des traces, toute élection est un débat, mais ces élections sont aujourd'hui, je crois, la marque que la Mauritanie est rentrée durablement dans une démocratie qui était indispensable.
Si je suis venu ici, c'est d'abord et avant tout comme ami de la Mauritanie. Depuis de si nombreuses années que je n'ose pas le dire, je viens en Mauritanie, soit comme élu, soit comme responsable de collectivité locale, soit comme ministre. J'ai occupé successivement de très nombreux ministères. J'ai d'ailleurs rencontré le Premier ministre lorsqu'il était ministre du Travail et moi-même ministre du Travail en 2014. Et donc nous avons aussi beaucoup de choses à nous dire autour de la Mauritanie, des enjeux sociaux, de développement économique de la Mauritanie. Et nous avons beaucoup parlé de cette question de la bonne utilisation des richesses nouvelles, je l'espère, importantes, dont la Mauritanie pourrait profiter et qui doivent permettre à tous les Mauritaniens d'en voir les fruits, d'en voir les effets. Et donc ces plans de développement, cette volonté de faire en sorte que la richesse nouvelle soit d'abord et avant tout une richesse au service de tous, qui permette le développement économique, qui permette le développement social, qui permette de donner de l'emploi, en particulier aux jeunes, avec la mise en place de formations professionnelles adaptées. C'est tout cela qui a fait l'objet de notre conversation. Le Premier ministre a une vision extrêmement claire, extrêmement précise de ces enjeux. C'est une chance considérable pour la Mauritanie. Ça peut être aussi, si les choses ne sont pas faites correctement, un danger. Le Premier ministre veut que cette chance soit pleinement saisie et permette à la Mauritanie de rentrer dans une ère nouvelle. Voilà les sujets dont nous avons parlé, parce que, je le répète, j'aime la Mauritanie et je souhaite que la Mauritanie puisse réussir démocratiquement, économiquement, socialement. Je vous le disais en titre, démarrage ce matin à Nouakchott des travaux d'un atelier sur le partenariat entre les secteurs publics et privés et le rôle dans la réhabilitation de la main-d'œuvre nationale. Cette rencontre est organisée par le ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle en coopération avec les partenaires au développement. Plus de détails avec Abdullah Damaba. Développer le partenariat public et privé afin de lutter contre le chômage et ouvrir des perspectives d'emploi, ce qui permettra de développer la main-d'œuvre nationale pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. C'est dans ce cadre que cet atelier a été organisé pour redynamiser le partenariat entre le secteur public et privé et mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Pour notre part, dans la formation professionnelle, nous souhaitons à partir de ce partenariat que les capacités d'accueil de notre système de formation soient augmentées à travers le développement de nouveaux modes de formation, que les capacités de nos formateurs soient développées pour qu'on puisse fournir une formation de qualité qui répond aux exigences de l'économie. Nous souhaitons que ce partenariat aboutisse à qualifier des milliers de jeunes Mauritaniens pour occuper des emplois, surtout des emplois de qualité dans les secteurs porteurs, et qui en même temps donne à l'économie mauritanienne une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. Par la suite, le président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie, Mohamed Zainabdine Ould Cheikh Ahmed, a déclaré que ce partenariat constitue une étape importante dans la promotion de la formation professionnelle et de l'emploi. Il constitue aussi, affirme-t-il, une plateforme dont l'objectif est d'encourager la main-d'œuvre qualifiée au service du développement socio-économique du pays. Ces rencontres, qui s'étalent sur 2 jours, a été ponctuée par plusieurs présentations se rapportant à la question de la formation professionnelle et de l'emploi. Autre activité gouvernementale, celle du ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir El-Hamed, qui a effectué aujourd'hui à Nouakchott une visite au Centre national d'hépatovirologie. Le ministre s'est rendu au niveau des différents pavillons de ce centre. Compte rendu de Bokar Bailaba. L'Institut national d'hépatovirologie se propose de relever le plus grand défi de la santé publique en Mauritanie. Il s'agit de la problématique du traitement sur place des maladies hépatiques qui ont toujours constitué un casse-tête pour le pays. La majorité des personnes atteintes de cette maladie étaient évacuées vers des pays étrangers, occasionnant un coût financier exorbitant pour le budget de l'État et pour les familles des patients. La nouvelle structure comprend notamment une section clinique comportant les consultations en laboratoire, des rayons X et des rayons CT, un bloc opératoire et des salles d'hospitalisation. Il dispose également des sections de santé publique, de recherche scientifique et de formation. Ainsi, cette structure se veut une référence nationale ayant également pour vocation de contribuer à la politique de veille sanitaire.
Le ministre de la Santé a tenu une réunion ayant permis de discuter des problèmes posés au niveau de l'institution et de prendre en considération les propositions de solutions en vue de faire en sorte que cette structure sanitaire puisse mener à bien ses missions dans de bonnes conditions. Après la visite de terrain qu'on vient de faire au sein de l'Institut, je suis content aujourd'hui qu'on a une institution de haut niveau. Il y a les équipements nécessaires, il y a des ressources humaines qualifiées, il y a une qualité de service qui est très visible. Et ceci nous honore, surtout que l'Institut a été retenu parmi l'un des rares instituts de la région de haut niveau à ce niveau-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que le ministère de la Santé est là pour vous appuyer. Il faut avancer, continuer à avancer davantage. Cherchons de plus en plus de qualité. Nous sommes là pour vous accompagner. Et je profite de l'occasion pour dire à toutes les personnes de santé, là où il est, qu'ils soient au poste de santé, au centre de santé, dans un hôpital régional ou dans un hôpital central, qu'on est conscient de l'effort qu'ils sont en train de mener, que nous sommes conscients des conditions dans lesquelles ils travaillent et que nous ne ménagerons aucun effort pour les mettre dans de meilleures conditions de matériel, dans de meilleures conditions de travail, dans de meilleures conditions environnementales. Nous avons tous une mission conjointe, c'est de pouvoir améliorer la santé des populations. L'Institut national d'hépatovirologie doit prendre en charge l'hépatite virale dans une première phase et de la transplantation du foie dans une seconde phase, en plus du diagnostic et de la formation en matière de traitement, ainsi que la recherche de nouveaux développements enregistrés dans ce domaine. Direction à présent le Guidi Mara, où le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse s'est entretenu hier à Selibabi, capitale de la Wilaya, avec les représentants des clubs et associations des jeunes du Guidi Mara. Le ministre a également effectué une visite qu'il a menée successivement au stade de Selibabi et à la nouvelle maison des jeunes en construction. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Boulsid Ahmed, a rencontré les jeunes de la ville de Selibabi. Rencontre qui a eu lieu en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Guidi Mara. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Boulsid Ahmed, a saisi l'occasion pour affirmer que la priorité accordée aux problèmes de la jeunesse, surtout au niveau de l'emploi, occupe une grande place dans le programme du gouvernement. Il a également déclaré avoir présenté devant le Conseil des ministres une nouvelle stratégie de l'emploi dont les études de mise en œuvre et les détails sont en cours, notant que la majorité des jeunes possèdent des diplômes inadaptés aux exigences du marché de l'emploi, d'où la nécessité de les former dans les domaines techniques et professionnels. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a enfin précisé que les jeunes doivent jouer leur rôle en matière d'éducation et sensibilisation en tant que porteurs de messages de développement et de construction et qu'ils doivent constituer une force vive de la nation. Les représentants des associations et clubs de jeunes de la ville de Selibabi ont soumis un certain nombre de doléances au ministre. Dans leurs doléances, ils ont demandé plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes, un soutien aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir dans les différentes activités culturelles et sportives. Le maire de Selibabi, Mohamed Valoul Mekhalla, a affirmé pour sa part que les jeunes de Selibabi fondent d'énormes espoirs sur cette visite, en soulignant qu'il faut les impliquer pour le développement du pays. Par la suite, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'est rendu au stade de Selibabi, où il a pu s'enquérir de l'état du stade de la capitale du Guidi Mara, stade qui a un grand besoin de réfection. La nouvelle maison des jeunes en construction fut la dernière étape de cette visite ministérielle. Santé toujours avec le lancement ce matin de la campagne de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Une campagne organisée par le département de la santé maternelle et infantile au ministère de la Santé en coopération avec l'association des obstétriciens et gynécologues, l'association des sages-femmes, le Centre national d'oncologie et l'organisation de médecins Al-Mustaqbal. Aminata Khan. Un nouveau pas a été franchi par notre pays pour lutter contre les cancers chez la femme. En effet, une semaine durant, la sensibilisation des femmes, en particulier au niveau des marchés et des écoles, sera effectuée.
Une sensibilisation qui sera axée sur la gravité du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, en plus de l'ouverture de 2 unités de dépistage gratuit de ces 2 pathologies, l'une au centre de santé de Riyad sous la supervision de l'Association mauritanienne d'obstétrique et de gynécologie et l'autre au centre de santé de Riyad à l'initiative de l'Association des sages-femmes mauritaniennes. En ouvrant la campagne, Dr Moussa Diagana, directeur de la santé maternelle et infantile, a indiqué que le cancer chez les femmes constitue un problème mondial en raison de sa prévalence généralisée. Il poursuit en indiquant qu'en raison du manque de sensibilisation sur ces 2 types de cancers, de nombreux cas sont au stade avancé, ce qui rend le traitement difficile et coûteux. Insistant à cet égard sur l'importance de la sensibilisation et du dépistage précoce de ces cancers qui contribuent à leur prévention et à leur traitement de façon précoce. Dr Ahmed Oulzein, président de l'Association des spécialistes gynécologues obstétriciens, a loué l'importance du dépistage précoce dans la réduction des cancers du sein et du col de l'utérus car, dira-t-il, cela facilite le traitement et réduit les résultats à travers la prévention et le diagnostic. Dr Oulzein a également indiqué que les 2 centres ouverts sont dotés d'équipements avancés, ajoutant que le personnel médical sera formé pour détecter gratuitement les cas désespérés. Pour sa part, Fatima Moulay, présidente de l'Association des sages-femmes de Mauritanie, elle a rappelé l'engagement de son association à poursuivre des efforts visant à améliorer la santé maternelle et infantile dans différentes wilayas du pays en s'attaquant à la tragédie des décès maternels et néonatals par leurs causes qui sont toutes évitables. Après la cérémonie, la délégation s'est rendue au centre de Tayaret et a visité le nouveau centre de dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. Un horrible phénomène est apparu ces dernières années dans notre société. Il s'agit du viol avec tout ce que cela comporte de répugnant. Notre religion et nos coutumes rejettent ce phénomène répréhensible qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Malika Nagli. Violer équivaut à prendre la vie de quelqu'un, car cette atteinte physique et morale portée à autrui laisse des séquelles à vie. Traumatisées, les victimes n'en guérissent jamais. Victimes de l'agresseur, de la société qui les culpabilise et du qu'en dira-t-on, en plus de toutes les difficultés à porter l'affaire devant la justice. À ce niveau-là, tous sont concernés et doivent unir leurs efforts. La police, le staff hospitalier, le corps pénal, en plus de la famille. Quant à la société civile, certains luttent contre ce genre de dépravation et de comportements barbares, et ce depuis des années. C'est le cas notamment de Zeynabou Taleb Moussa, pionnière dans ce domaine. Si des mesures fermes ne sont pas prises à l'encontre d'individus qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale de la femme, sachez que cela n'aura pas de fin, car ce phénomène est devenu quotidien sur l'ensemble du territoire. Il est malheureux que dans un pays où la femme est respectée, qu'elle puisse être violée tous les jours. Que leur arrive-t-il à ces victimes, dit-elle? De peur du qu'en dira-t-on, la famille se tait et il est souvent procédé à un règlement dit à l'amiable. Et le coupable repart et récidivera, sachant que sa famille le soutiendra et que la famille de la victime, de peur des commérages, gardera le silence. Les statistiques des viols sont alarmantes. Dans cette seule association ont été enregistrés plus de 2500 cas, dont 161 au cours de ces derniers mois. Dans ce centre sont accueillis des dizaines de victimes, filles et garçons, pour la plupart de jeune âge, victimes de la dépravation de ces barbares considérés jusque-là comme des êtres humains. Ces agresseurs ont ainsi violé l'intégrité physique et morale de leurs victimes, qu'ils ont traumatisées à jamais et dont l'innocence aura été jetée aux orties. Cette jeune adolescente déclare avoir été victime de viol le 6 février dernier, alors qu'elle sortait de l'école privée près du marché à l'heure de la récréation. Je me suis réveillée, dit-elle, j'étais à l'hôpital de l'Amitié, j'étais en proie à une hémorragie, on m'a transportée par la suite à l'hôpital national. Je demande justice afin que soient jugés ces hommes qui m'ont violée, dit-elle. Cette hôte souligne avoir été victime de viols perpétrés par 3 hommes, et ceux à côté du marché. Je ne leur pardonne pas, je voudrais que les coupables soient retrouvés et jugés. Celle-ci déclare avoir été violée par 3 jeunes voisins. Ils m'ont, dit-elle, kidnappée et séquestrée pendant 15 jours dans une chambre. Ma famille me recherchait. Je demande que justice me soit faite. Larmes et désespoir sont le lot de ces enfants et jeunes dont l'innocence aura été fauchée dès la tendre enfance et qui ne seront plus jamais comme avant,
cette fatidique date qui les aura meurtris à jamais. En 2013, plus de 300 cas de viol ont été enregistrés. Le nombre a quelque peu diminué en 2016 et 2017 pour augmenter en 2018, au cours duquel ont été répertoriés plus de 100 cas de viol. Ces derniers mois, plus de 162 cas de viol ont été enregistrés, dont 8 cas de moins de 5 ans et 30 enfants de moins de 10 ans et 20 jeunes garçons ont été également violés. M. Bassamba, qui opère dans le domaine de la problématique du viol, rappelle que les jeunes garçons en sont également victimes, tout comme les femmes d'un âge avancé. Mais la majorité des cas touchent les petites filles. Nous avons, dit-il, des cas de gamines de 3 ans qui ont été violées. Pour cette année uniquement, nous avons eu 8 cas de petites filles de moins de 5 ans et 31 petites filles de moins de 10 ans. Si nous faisons le compte, dit-il, on aura d'ici la fin de l'année près de 500 cas. Ceci compte seulement pour Nouakchott. Nous demandons que la victime trouve justice et que l'agresseur soit emprisonné. Les raisons à la propagation de ce phénomène grave est due à de multiples facteurs, dont la difficulté à juger l'agresseur, que ce soit parce qu'il se volatilise ou parce que la famille de la victime ne dépose pas plainte de crainte de déclencher l'opprobre de la société, la peur du qu'en dira-t-on, ou que la famille et la fille soient indexées. Sans oublier que pour être jugé, il faut une preuve tangible qui ne peut être disponibilisée que si la police, le staff hospitalier, le corps pénal conjuguent leurs efforts afin de suivre les procédures à prendre dans ce genre de cas. Il est nécessaire de sensibiliser les populations pour dénoncer et réclamer justice. La loi est au-dessus de tous. Le droit se prend et ne s'accorde pas. À Nouadhibou, l'abominable cas de la petite Warda, violée dans sa tendre enfance, est dénoncé avec courage par son père afin que la société sorte de son hypocrisie et lutte contre ce phénomène qui prend de l'ampleur. Ma fille, dit-il, a été kidnappée alors qu'elle se trouvait devant son école. L'agresseur l'a menacée d'un couteau et l'a transportée à son lieu de travail qui se trouvait non loin de l'école. Il l'a torturée, battue et menacée de mort et l'a violée. Elle a été prise d'hémorragie pendant 2 jours. Après plus de 3 mois, elle ne se remettait pas de cette agression et on l'a emmenée en dehors de Nouadhibou suivre un traitement psychologique. Elle est toujours traumatisée et complètement perturbée, et ce jusqu'à l'heure actuelle. La famille a été secouée et ne se remet pas de cette tragédie. Notre demande est claire. Nous voulons que ce criminel soit jugé de la manière la plus ferme qui soit. Nous croyons en la justice mauritanienne et demandons qu'une peine exemplaire soit infligée à ce criminel afin de lutter contre cet acte et que plus personne ne puisse porter atteinte à nos filles. Tout un chacun devrait se rappeler que cela n'arrive pas qu'aux autres. À cet effet, la société dans son ensemble, la police, le staff hospitalier, les magistrats doivent s'unir pour lutter contre ce phénomène barbare dans notre monde. Les rideaux sont tombés hier soir sur les activités de la 2e édition du Festival national du théâtre mauritanien. Clôture qui s'est soldée par la distribution de prix aux lauréats de cette édition. Bokar Bailaba. Les rideaux sont tombés sur les activités de la 2e édition du Festival national du théâtre mauritanien. Durant 6 jours, les comédiens ont rivalisé de talent pour décrocher la timbale. Justement, la clôture a été marquée par la remise de prix aux lauréats de la part de l'instance arabe du théâtre. Les récompenses ont été allouées pour la présentation théâtrale, la réalisation, le rôle, la scénographie, le jeu, entre autres. Ainsi, la conseillère du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Khadijatou Minthenoun, a indiqué que la nouvelle orientation du département vise à relever le niveau du théâtre mauritanien pour le placer au diapason du théâtre arabe et mondial afin qu'il puisse jouer son rôle dans le changement des mentalités. Elle a ajouté que l'instance arabe du théâtre a été d'un grand apport en vue de réaliser les rêves des gens du théâtre mauritanien, d'évoluer du stade d'amateur à celui de professionnel en parvenant à améliorer leur rendement. Le directeur du festival a lui aussi évoqué la place qu'occupe le théâtre en Mauritanie, précisant que les gens du théâtre ne ménageront aucun effort pour promouvoir ce 4e art dans le pays et à l'échelle internationale. De son côté, le directeur artistique du festival a mis en exergue le talent des participants et la nécessité de renforcer les capacités de tous ceux qui exercent dans les activités théâtrales. 10 présentations étaient au programme de cette 2e édition. Elles avaient été évaluées par un jury composé d'experts nationaux et internationaux.
Ces 10 présentations avaient été sélectionnées par une commission technique et artistique parmi plusieurs autres dizaines présentées par différentes troupes théâtrales issues des vilayas de Nouakchott et de l'intérieur du pays. Permettre à des handicapés d'intégrer la vie active, tel est l'objectif de la formation dispensée par la mairie de Dar Naïm en collaboration avec Caritas. À la fin de cette formation qui a profité à plusieurs jeunes, une cérémonie a été organisée dans la Mourata. Abdullah Damaba. 83 jeunes de la Moukata de Dar Naïm ont bénéficié d'une formation professionnelle et ainsi ces derniers ont été dotés des compétences nécessaires en matière de mécanique auto, d'électricité, de coiffure esthétique, de teinture, d'informatique, entre autres. Le maire de la commune de Dar Naïm, Momo Khotobol Momo, a loué le partenariat avec l'ONG Caritas qui, dit-il, a permis de former plusieurs jeunes de cette Moukata. Il a ensuite souligné que les compétences dont ont été dotés ces jeunes vont leur être utiles dans le marché de l'emploi. L'implication des jeunes, particulièrement des femmes, a été mise en avant. C'est aussi avec beaucoup de joie que nous avons des filles qui ont voulu faire des métiers novateurs, donc qui sortent du carcan et qui sont aujourd'hui des filles qui sont sur le devant de la scène. Nous avons avec nous des jeunes qui ont également vraiment sorti au plan national en développement des activités culturelles d'envergure, du cinéma, de l'art, pour que désormais la culture mauritanienne soit diffusée, pour que l'art soit un moyen pour le développement économique et social. Cette bénéficiaire a pour sa part affirmé que durant les 3 mois que cette formation a duré, elles ont pu acquérir les compétences nécessaires. À la fin de cette cérémonie, les récipiendaires ont reçu leur parchemin de fin de formation. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République arrive à Sotchi en Russie où il prendra part au sommet Afrique-Russie qui se tiendra les 23 et 24 octobre courant. Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé des préparatifs du Festival des villes anciennes et reçoit en audience l'ancien ministre français Michel Sapin. La ouverture d'un atelier sur le partenariat entre les secteurs publics et privés au service de la réhabilitation de la main-d'œuvre nationale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritanien. Parce que vous rêvez de vous envoler vers de nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles destinations et de vivre de nouvelles expériences. Vous avez besoin d'un réseau fiable et global qui vous accompagne. Grâce à Moritel et au forfait